Alors, il y a exactement 15 jours, je me suis posé la question quel challenge j'ai envie de me lancer pour ma grande première à Agile Grenoble. Grâce à vous, je réalise un challenge personnel, et pas des moindres, croyez-moi, qui est d'arriver avec une présentation fonctionnelle 100% sketch-notée. Alors, par rapport à la présentation d'Alma, oui. Vous allez voir, c'est une première itération. Donc, vous allez assister à la démo de ma toute première itération en sketch-note au sujet des questions. Voici en 30 secondes une petite rétrospective de ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc voilà, j'ai un petit peu recherché quelle écriture pouvait être lisible. J'ai cherché un peu les perspectives, des bulles, pas des bulles, du texte, pas du texte. Comment je dessine mes personnages pour qu'ils restent suffisamment simples, mais en même temps qu'ils expriment vraiment quelque chose. Comment réaliser un paperboard. Comment réaliser un Kanban avec un peu de perspective. Voilà. Donc, je me suis posé un certain nombre de questions. Alors, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est celui des questions qui font tilt dans mon quotidien perso et aussi dans mon quotidien pro, et particulièrement dans des ateliers que j'anime. Je vais parler beaucoup aussi de questions brise la glace versus questions qui brisent un petit peu moins la glace. Alors, je m'appelle Aurélie et du coup, aujourd'hui, je vais me présenter en tant que question aholic. Et j'avoue que la question que j'ai la plus posée ces dernières années, c'est comment je peux vous aider ? Alors, cette question, elle est magique dans un certain nombre de contextes. Parce que soit vous faites face à une personne qui a surtout besoin d'être écoutée attentivement et elle vous le fera comprendre. Voilà. Plus dans le quotidien perso peut-être. Soit vous êtes en face d'une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et en lui posant la question « Comment je peux vous aider ?», vous lui donnez de l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Alors, j'ai testé un certain nombre de questions que j'appelle du coup « brise la glace » dans plein de contextes. Prenons ici un contexte de networking comme l'Agile Tour Grenoble. Vous rencontrez une nouvelle personne. La question que vous êtes tenté de poser à cette personne, c'est « Pour quelle entreprise tu travailles ?» Ce qui est ma foi une question intéressante et qui peut mener à une conversation intéressante par la suite, mais ce n'est pas une question brise la glace. Et en particulier, si vous avez en face de vous une personne qui se dit qu'est-ce que ça va changer à nos échanges ? Alors une question percutante ou brise la glace, ce serait peut-être plus, par exemple, qu'est-ce qui vous anime en ce moment ? Ça amène la personne à forcément se questionner. Prenons un nouvel exemple, celui de la machine à café. Le matin, vous croisez un ancien collègue avec lequel vous avez travaillé, mais qui aujourd'hui sert un nouveau projet. Et voilà, une question que vous êtes tenté de lui poser, c'est « Tu travailles sur quel projet en ce moment ?» Donc c'est une question qui également peut mener à une conversation intéressante par la suite, mais ce n'est pas une question brise la glace. Surtout si vous avez une personne en face de vous qui se dit « Comment dire, mon projet s'appelle Osiris 8 ». Alors, une question brise la glace dans ce cadre-là, ça pourrait être, par exemple, comment tu te sens sur ton projet en ce moment ? Surtout si la personne se dit, merci pour cette question, parce que justement, je voulais parler de mon projet à une personne neutre ou à une personne extérieure, ça tombe bien. Dernier petit exemple, vous rentrez chez vous et votre chéri s'affaire dans la cuisine, vous sentez qu'il ou elle est énervé, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous entrez dans la cuisine et c'est plus fort que vous, la question que vous posez, c'est « Ça va ?» Et là, vous dites « Non, ça ne va pas !» Et vous n'avez pas trop envie de relancer la conversation, surtout si vous aussi, vous avez passé une journée un petit peu difficile. Donc, une question brise la glace dans cette situation, ça pourrait être « Comment veux-tu que l'on se porte de l'attention ce soir ?» Alors, des situations comme ça, il y en a un certain nombre. Ça peut être en entretien, ça peut être avec votre chef, ça peut être... voilà. Pensez à des questions qui sont brise la glace, version un peu moins brise la glace, c'est très intéressant. Et donc, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Et c'est voilà, le pourquoi ce sujet des questions aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu en arrière. Pour moi, tout a commencé à San Francisco en 2012. L'année précédente, j'étais product owner chez Vente Privée. Je venais d'être formée au Scrum. Et j'avais envie d'aller outre-Atlantique, découvrir ce qui se faisait à la fois dans les mondes des startups, le Scrum et le coaching.
Et donc la journée, je suis partie en janvier 2012 à San Francisco. La journée, j'ai accompagné des startups qui faisaient grandir leurs équipes de développement et qui souhaitaient déployer du Scrum. Donc je leur partageais ce que je connaissais à ce moment-là du métier de Product Owner. Et le soir, j'allais à des meet-up. Donc j'ai découvert en 2012 le concept de meet-up. Et je vous parle de ça parce que le tout premier meet-up auquel je suis allée était intitulé Fireside Chat with Lia Bousquet. Donc Lia Bousquet, c'est la petite dame assise sur la chaise, qui était à l'époque, qui est la créatrice et à l'époque la CEO de la plateforme TaskRabbit, qui est une plateforme de services de mise en relation pour du bricolage, du jardinage, du babysitting, etc. Et en fait, elle est arrivée, elle s'est assise sur la chaise, elle a croisé les jambes et elle a dit « What do you want me to know ?» Alors là, moi, je me suis dit « Wow, c'est osé de commencer sa conférence comme ça. » Et il m'a fallu 2 secondes pour que 14 mains se lèvent pour poser des questions à Lia. Son assistante a pris une première question intéressante du public, et puis Lia a continué et a demandé « What else ?» Et ainsi de suite, son assistante a pris jusqu'à 10 questions intéressantes avant de vraiment commencer sa conférence. Et j'ai trouvé ce format de conférence intéressant, vraiment, de prendre 10 questions intéressantes du public pour ensuite lancer une conférence. La semaine suivante, je me suis inscrite à un meet-up qui était intitulé Dire tout haut ce que l'on pense trop souvent tout bas, sous forme de 3 jeux de communication. Et je vous avoue que ces 3 jeux de communication, je n'ai pas cessé de les utiliser dans tous mes ateliers, enfin dans mon grand nombre d'ateliers depuis. Le premier jeu de communication, qui s'appelle Inside Out, consiste à donner un début de phrase sous forme de question et vous faites compléter chaque personne présente dans votre atelier. Par exemple, dans le cadre de l'Agile Tour, je pourrais ici vous demander l'élément qui a déclenché votre venue à cette conférence. Et chacun répondrait à son tour, vraiment première idée, meilleure idée, de manière très dynamique. Ça pourrait être une question un petit peu d'échauffement. Et puis derrière, on pourrait aller vers une question un petit peu plus précise ou une question un petit peu plus personnelle. Ce jeu de communication, je l'utilise tout le temps dans mes ateliers. Pour commencer un atelier, je pose au moins une question, une phrase à compléter sous forme de question, et même chose pour terminer mes ateliers. Le deuxième jeu de ce meet-up s'appelait le hot seat. Alors le hot seat, c'est vraiment le jeu qui m'a donné une révélation pour creuser dans le monde des questions. Et ce que je vais faire là, c'est le pitch du hot seat tel que je l'ai eu la première fois à ce meet-up et tel que je l'ai eu toutes les autres fois parce que j'y suis retournée un certain nombre de fois à ces meet-up. Voici le pitch. La chaise qui est ici, c'est le hot seat. Ça s'appelle le hot seat parce que cette chaise va devenir chaude, brûlante. Une personne du public volontaire va venir s'asseoir ici. Et vous, cher public, vous allez tous porter votre attention sur la personne assise sur le hot seat. Et vous allez pouvoir lui poser n'importe quelle question à n'importe quel niveau d'intensité. La personne ici assise sur le hot seat, comme dans la vie de tous les jours, a droit de dire la vérité, mentir ou passer. Bien sûr, on l'invite à dire la vérité parce que c'est comme ça qu'elle va apprendre sur elle, qu'elle va pouvoir se rendre compte d'un certain nombre d'éléments intéressants face à ces problématiques et que ce sera plus intéressant pour tout le monde. Vous, cher public, vous avez un super pouvoir qui est de dire merci à n'importe quel moment de la réponse que la personne sur le hot seat donne. Par exemple, si je suis sur le hot seat et que Léa, ici présente dans la salle, me pose une question concernant le pourquoi du sketchnoting aujourd'hui. Et que je commence à lui répondre « Ah, j'ai découvert une formation en ligne qui s'appelle Bloculus. Ça m'a intéressé parce que j'ai vu qu'on pouvait tout faire sur tablette. Et alors là, j'ai commandé en ligne un stylet. Puis d'ailleurs, le stylet, je n'ai pas pu l'avoir... Voilà. Et je m'arrête au milieu de ma phrase, au milieu de ma syllabe. Ça me permet de me rendre compte quand est-ce que je pars, je digresse, je pars dans du détail que je n'ai pas besoin de donner. Enfin, vous, cher public, vous avez un challenge lorsque vous posez des questions, c'est d'arriver à poser des questions qui sont intéressantes et pas des questions intéressées. Alors, une question intéressante, c'est une question qui garde vraiment l'attention sur la personne qui est sur le hot seat. Une question intéressée, c'est une question qui ramène l'attention sur vous. Par exemple, une question intéressante, ce serait « Qu'est-ce que tu retiens de la keynote sur Alma ce matin ?» Une question intéressée,
ce serait plutôt « Ah, ben moi, ce que je retiens de la keynote, c'est qu'il faut faire des groupes de 10 personnes maximum, un petit peu comme les scopettes. Ben moi, j'ai testé ça avec mon équipe l'année dernière, ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce que tu en penses ?» Vous ramenez l'attention sur vous. Okay, et en plus, vous posez indirectement une question, une proposition. Enfin, la dernière chose qui était dit dans ce pitch, c'était garder vraiment l'attention sur la personne, ici sur le hot seat, et attention à ne pas faire le ping-pong entre la personne qui pose la question dans l'assistance et la personne assise. Voilà. Donc voilà le pitch tel qu'il était présenté. Et en fait, ce pitch m'a fascinée parce qu'il est plein en fait, de bons éléments, de plein de conseils pour apprendre à poser des bonnes questions au bon moment. Alors, voilà ce que je me suis dit la première fois. Et puis petit à petit, j'ai osé poser des questions et puis jusqu'à que j'aille sur le hot seat. Ce jeu, ça a été une révélation pour moi. Ça a été la révélation d'oser être curieuse, d'oser vraiment poser des questions et de me rendre compte que l'humain adore être questionné et surtout questionner la limite de sa zone de confort. Parce que c'est là qu'il a des révélations et c'est là qu'il apprend sur lui. Alors depuis, donc, j'ai avancé dans le monde des questions. Et donc, ce que je recherche le plus, c'est vraiment quand j'ai une personne en face de moi où je sens que ça fait tilt ou qui me dit wow, « c'est une excellente question, ça c'est mon yes de la journée ». Je vais vous donner justement un certain nombre de petits tips sur qu'est-ce qui fait pour moi une excellente question. Ah oui, ce que j'ai oublié de noter, c'est que d'avancer dans ce monde des questions, je me suis rendu compte que d'apprendre à poser de meilleures questions en groupe ou à deux, ça me permet moi aussi d'apprendre à me poser de meilleures questions. Et donc j'ai un peu mon guide d'utilisation des questions aujourd'hui qui m'aide dans un certain nombre de circonstances. Alors je vais vous donner quelques exemples qui sont moi mes propres questions, à vous de vous en inspirer et d'écrire vos propres questions. Pour me réveiller dans des situations, alors quand je dis me réveiller, c'est vraiment dans des situations où je m'ennuie, soit sur un projet, soit dans une conférence. Je m'ennuie, du coup ça m'endort parce que je m'ennuie. Une question qui m'aide, c'est qu'est-ce que je ferais là tout de suite si je n'avais pas peur ? Dans le cadre d'une situation où j'ai besoin de me reconnecter à un projet, parce que par exemple j'ai perdu le sens, j'ai perdu la vision du projet, une question que j'aime bien me poser, c'est de quel problème ai-je envie de tomber amoureuse là tout de suite ? Dans le cadre où je suis un petit peu énervée par une situation parce qu'il y a une personne qui me challenge un peu, ou il y a une situation qui me challenge, me poser la question de quoi ai-je besoin tout de suite, là, maintenant ? C'est une question qui m'aide beaucoup. Pour me refocuser, donc ça c'est vraiment dans le cadre où j'ai une to-do list à rallonge, je ne sais plus par où commencer, j'ai tendance à procrastiner, je me sens un peu dépassée. La question que je me pose souvent, c'est quelle est l'action qui va me faciliter les actions suivantes ? Donc soit quelle est l'action qui va me donner l'énergie d'avancer vers les autres actions derrière, ou quelle est la petite action, ou pas petite forcément, mais quelle est l'action qui va peut-être faciliter la réalisation des autres actions derrière. Et enfin, pour m'aider à passer à l'action, souvent quand je suis dans une forme d'intention, d'accord, mais je ne suis pas encore dans l'action, donc pour le passage de l'intention vers l'action, la question que je me pose souvent, c'est quelle est la plus petite expérience que je peux faire qui va me donner l'énergie d'avancer dans la direction où j'ai envie d'avancer. Alors, voici quelques tips à présent de ce que moi, selon ma définition, j'estime qu'il y a une bonne question. Ce qu'on trouve beaucoup dans la littérature, c'est poser des questions ouvertes versus des questions fermées ou des questions oui ou non. Donc, effectivement, poser des questions ouvertes. Mais ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que poser des questions trop ouvertes, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. D'accord. Par exemple, hier, il y a une session où on nous a demandé de prendre une problématique et de la partager avec son voisin. Alors moi, typiquement, quand on me pose cette question, prenez une problématique, quelle est votre problématique ? Je ne sais pas, j'ai plein de problématiques, tout dépend du contexte, j'en sais rien. D'accord. Tim Ferriss, qui est une personne qui m'inspire beaucoup, qui est un podcasteur chroniqueur, prend souvent l'exemple de la question si vous voulez connaître le bouquin préféré d'une personne, donc la question que vous allez tenter de poser, c'est quel est votre bouquin préféré ? Alors, posez-vous cette question. Moi, personnellement, si je me pose cette question, c'est pareil, je suis là. Je ne sais pas, j'ai plein de bouquins. Dans quel contexte ? Pro, perso, bouquins de science-fiction, bouquins historiques, je ne sais pas quoi répondre. Okay ? Il me manque du contexte, il me manque un petit peu plus de précision.
Si on me pose la question sous la forme « Quel est le bouquin que vous avez offert ou recommandé le plus ?» Ah, c'est tout de suite plus facile pour moi. Je sais exactement que le bouquin que j'ai le plus recommandé, c'est justement La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et que le bouquin que j'ai le plus offert, c'est un petit bouquin carré qui s'appelle La vie en rose de Dominique Locheux, que j'ai beaucoup offert à des copines parce que c'est un bouquin qui rebooste, qui est plein de petits conseils du quotidien. Même chose si par exemple vous voulez savoir qu'est-ce qui rend heureux une personne au quotidien. Si vous lui demandez qu'est-ce qui te rend heureux, difficile comme question. En revanche, si vous ramenez un petit peu de contexte et que vous lui demandez quelle est cette petite chose qui te rend accompli le soir une fois rentré chez toi, plus facile. Pour moi, par exemple, ça va peut-être être, si j'ai eu un « c'est une excellente question dans la journée », ça me rend accompli en rentrant chez moi le soir. Donc, une bonne question, c'est une question où, a priori, la réponse n'est pas sur Google. C'est aussi une question où, idéalement, la personne en face répond en 5 secondes ou moins. Si elle a besoin de plus de 5 secondes, c'est souvent que la question est trop ouverte. C'est une question où, si vous êtes dans une interaction, elle reprend les mots-clés de la personne, la sémantique que la personne utilise pour pouvoir la questionner et clarifier ses propos. C'est une question qui n'a pas de conseil ou de proposition détournée. Et c'est une question où la curiosité est plus forte que le jugement. Et là, je vais vraiment revenir sur ce concept. Quand j'ai la curiosité, c'est vraiment ce concept de question intéressante versus question intéressée. Question intéressante, ça part vraiment de votre curiosité, de votre état d'esprit d'apprenant, alors qu'une question intéressée, ça va être vraiment plus une question qui part d'un jugement que vous avez sur la situation, sur la personne. Et c'est OK, on a tous des jugements, surtout au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'en prendre conscience. Alors, pour en venir vraiment à mes ateliers, parce que c'est là le sujet, parce que tous les tips que je vous ai donnés jusque-là, ça s'applique très bien dans des échanges à deux, dans des interactions à deux. Et d'ailleurs, beaucoup de la littérature que l'on trouve sur les questionnements ou dans les approches de solutions focus ou de Marie-Lie Adam, c'est beaucoup ramené à du coaching dans la relation à deux. Mais moi, depuis des années, ce qui me challenge, c'est comment préparer les bonnes questions lorsque je prépare un atelier et que je sais que je vais avoir un groupe en face de moi. Comment arriver à poser des questions qui vont faire tilt chez toutes les personnes en face de moi. Et surtout que dans un groupe, en général, il y a toujours un sceptique qui va dire oui mais, ou un réfractaire au changement qui va dire non, là, c'est pas du tout possible. Dans notre projet ou dans notre entreprise, ça ne marchera jamais. Ou un râleur. Ouais, il faut vraiment faire ça, il faut vraiment arrêter d'envoyer autant de mails, d'accord, mais qui n'est pas forcément le plus leader dans l'équipe. D'accord, vous les connaissez tous, on en a tous. Donc voilà, j'ai un peu cherché comment me confronter à ces personnes à l'échelle d'un groupe pour continuer à bien faire avancer des ateliers. Donc déjà, ces râleurs, réfractaires au changement, clarifier leurs propos. Cherchez à clarifier leurs propos. Voilà, si vous avez des il faut, demandez sinon quoi. Quand vous avez des propos qui généralisent beaucoup, on n'y arrivera jamais. Ok, quand tu dis on, de qui tu parles exactement? Si vous avez des je ne peux pas, demandez qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Donc si on ramène ça un petit peu plus donc, à du contexte d'atelier, face à des ce n'est pas possible, hein, ça on en a tous, une question du type tu ne penses pas que ce serait différent si tu chronométrais le stand-up meeting par exemple. Et vous voulez éviter ce genre de questions. Bon, déjà parce que c'est une question oui ou non, mais aussi parce que c'est une question avec une proposition déguisée. Et vous risquez fort d'avoir des personnes qui vont penser non, ça on a déjà essayé. Ouais, non mais laisse tomber, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle n'a pas tout l'historique du projet. Et puis peut-être que vous allez avoir la personne à qui vous posez la question qui va vous répondre oui peut-être, alors que c'est un non déguisé. Donc vous voulez poser plutôt des questions sous la forme « Que pouvez-vous tenter de radicalement différent ?» pour essayer de redonner envie, de redonner confiance. Et si la confiance n'est pas encore là et que vous êtes toujours face à des non, on n'y arrivera pas, une question qui peut aller encore un petit peu plus loin, ça pourrait être que mettriez-vous en place dès maintenant si vous étiez sûr d'y arriver? Ça met forcément la personne dans un autre point de vue.
Okay, si on était sûr d'y arriver, donc déjà on lâche toutes les peurs et tout ce que l'on met comme mur devant nous, on est sûr d'y arriver, voilà, par quoi on commencerait? Et puis s'il y a encore des réfractaires, eh ben, vous pouvez aussi projeter les personnes du groupe dans la peau d'une personne qui les inspire. Bon, là, j'ai pris Steve Jobs, c'est caricatural, mais voilà. Que feriez-vous dans cette situation si vous étiez Steve Jobs ou si vous étiez une personne qui vous inspire dans cette situation? Alors, un petit point aussi concernant les pourquoi. Dans le monde de l'agilité, on conseille beaucoup d'utiliser la règle des 5 pourquoi. Ce qui peut être très intéressant dans des contextes où vraiment à partir d'une problématique, on veut revenir à la cause racine. Mais attention à ces questions, parce que la question pourquoi peut aussi, face à un groupe, les amener à se sentir en position de justification. D'accord ? Et il y a certaines situations où vous ne voulez pas que votre équipe se sente en position de justification. Là, admettons, voilà, il y a une anneau bloquante qui a été remontée. Vous avez envie de connaître la raison, pourquoi. Vous savez que c'est lié à un problème de paramétrage. La question pourquoi risque d'amener des personnes à se dire mais c'est pas de notre faute ou on va encore penser que c'est notre faute alors que c'est tout un cumulé d'erreurs. Donc une alternative au pourquoi, ça pourrait être quelle est votre compréhension de la situation? Ou encore quelle est la raison derrière cette décision selon vous? Ou quelle est la raison derrière les décisions qui ont été prises selon vous? D'accord? Pour faire un petit peu une rétrospective et du coup s'améliorer pour une prochaine fois. Alors, concernant mes ateliers, aujourd'hui, je filtre les personnes que je veux aux ateliers en posant des questions dans les invitations aux ateliers. J'entends... Ouais. L'idée, c'est que vraiment la personne qui reçoit l'invitation par mail se pose une question avant d'accepter l'invitation sans être en conscience. Okay, c'est un peu le mal de nos grosses entreprises. D'ailleurs, vous remarquez, je n'utilise plus du tout le terme réunion, et c'est volontaire. J'utilise vraiment le terme atelier tout le temps. Ça me met vraiment dans une démarche plus active. Et donc, les questions que je soulève souvent dans mes invitations sont des questions qui amènent la personne à se demander, par exemple, qu'est-ce que j'ai à retirer de cet atelier avant même d'accepter l'invitation. Donc, je mets vraiment ça en gros dans l'invitation, dans toute première phrase. Ou encore, qu'est-ce qui justifierait que cet atelier, je l'accepte aujourd'hui? Donc, comment je positionne cet atelier face à mes actions urgentes ou importantes de la journée? Pour lancer un atelier, cette question, qu'attendez-vous de cet atelier? Je l'ai posée un grand nombre de fois ces dernières années. Et elle donne des réponses. Pour le coup, en général, quand vous avez un groupe, tout le monde va répondre. Par contre, vous allez avoir des réponses de ce type-là. Bon, moi, ce que j'attends, c'est de la collaboration, moi, du partage, des échanges. Ouais, les échanges, c'est bien. Du fun, des retours d'expérience. Et au final, en tant que facilitateur, quand je pose ce type de questions, souvent, je me dis me voilà bien avancé avec toutes ces réponses génériques. D'accord. Donc, la question que je pose aujourd'hui, pour avoir des réponses plus précises, c'est plutôt quelle est la question que vous seriez déçu de ne pas avoir traitée en sortant de cet atelier? Avant de poser cette question, je projette vraiment le groupe que j'ai en face de moi à la fin de l'atelier. Je leur dis voilà, imaginez que vous êtes à la fin de cet atelier. Quelle serait la question que vous seriez déçu de ne pas avoir traitée en sortant de cet atelier? Et vous avez toujours des réponses plus précises. Soulever des questions. Alors, je ne cesse de le répéter. Là, j'ai pris l'exemple d'un format qui s'appelle le Lean Coffee, que j'aime beaucoup dérouler dans le cadre d'ateliers où j'ai beaucoup de sujets à traiter en peu de temps. Donc, telle que la littérature du Lean Coffee est décrite, elle conseille de poser des sujets sur un Kanban, puis de les prioriser, puis de faire avancer les sujets dans le à traiter en cours traité. J'ai arrêté de poser des sujets, maintenant je pose vraiment des questions précises et je travaille vraiment avec le groupe à peaufiner les questions avant de dérouler le Lean Coffee. Et c'est vraiment beaucoup plus percutant derrière. Un autre exemple de format que j'aime beaucoup animer, c'est le format Remember the Future, qui fait partie des Innovation Games, qui est vraiment dédié à améliorer son produit ou à prioriser des fonctionnalités que l'on voudrait développer dans un futur proche avec ses utilisateurs. Donc c'est vraiment un format où en général, dans la mesure du possible, vous invitez des utilisateurs finaux, d'accord, pour les faire parler.
Et une question qu'on pourrait tenter de poser, ce serait qu'est-ce que l'on devrait faire pour améliorer notre produit, d'accord ? Moi, admettons que je suis utilisatrice finale et que j'ai l'éditeur qui me pose la question, Aurélie, si on travaille en collaboration ensemble, qu'est-ce que l'on devrait faire pour améliorer notre produit ? Je vais dire, c'est toi l'éditeur, vas-y, développe quelque chose, propose-moi, moi je testerai, puis je te dirai, je te donnerai des feedbacks, je te dirai si ça correspond à mes besoins. Okay ? C'est difficile de répondre à une question comme ça lorsque vous faites face à des utilisateurs. En revanche, encore une fois, si vous projetez vos utilisateurs finaux dans du futur, par exemple, vous les projetez en novembre 2020, à 1 an, et vous leur dites, depuis 1 an, qu'est-ce que le fait d'utiliser mon produit tous les jours a changé dans votre quotidien ? Donc, comment mon produit a changé votre quotidien depuis 1 an ? Le fait d'être dans une projection où vous revoyez tout ce qui s'est passé pendant 1 an amène beaucoup plus facilement des utilisateurs à s'exprimer et du coup à exprimer des besoins qui sont vraiment importants pour eux. Donc vous, en tant que facilitateur, vous allez vraiment avoir des clés sur des fonctionnalités qui sont importantes pour vos utilisateurs. Concernant les cérémonies, alors le fameux stand-up meeting. En tant que Scrum Master, une question qu'on peut être tenté de poser lorsqu'on veut lancer la dynamique d'un stand-up meeting, et si personne ne prend trop le lead certains matins, c'est qui veut commencer ? Et non. Surtout, donc, ce que vous voulez dans un stand-up meeting en tant que Scrum Master, c'est auto-organiser votre équipe, c'est rendre votre équipe autonome. Donc, ce que vous voulez, c'est apprendre à votre équipe à se poser les bonnes questions pour démarrer, ou à se poser une bonne question pour démarrer un stand-up meeting. Par exemple, une bonne question que pourrait lancer un développeur de l'équipe pour lancer le stand-up meeting, ça pourrait être « Quelle user story ayant le plus de valeur métier allons-nous terminer aujourd'hui ?» Et puis ensuite, vous laissez chacun s'exprimer sur ce qu'il va faire dans la journée, ce qu'il a fait la veille, et s'il y a des points de blocage. Ramener l'objectif du sprint. Et vous pouvez aussi former votre équipe à se demander, avant de s'exprimer pendant un stand-up meeting, est-ce que ce que je vais dire a un réel impact sur les autres membres de l'équipe ? C'est vraiment le moyen de former votre équipe à prendre la parole pour communiquer vraiment des éléments qui ont un impact à l'échelle de l'équipe. Dans les affinages de user story, je travaille beaucoup avec des product owners pour les aider à mieux écrire leur user story. Et j'ai souvent la question, ouais, mais comment je définis bien le en tant que ? Comment vraiment j'ai soit un utilisateur très précis qui parle à tout le monde ou un persona qui parle à tout le monde ? Donc, la question qu'on est tenté de poser, c'est qui a demandé le besoin ? Et ça, ce n'est pas toujours facile pour des product owners, surtout s'ils ne sont pas en contact direct avec des utilisateurs finaux. Donc une question qui est un petit peu mieux pour moi, c'est de la poser sous la forme, si cette fonctionnalité n'est pas développée, qui va en pâtir ? Toujours dans le cadre d'affinage de user story, lorsqu'il y a le besoin vraiment de la user story qui n'est pas très clair, je pose souvent la question dans les affinages, quoi par exemple ? Ou peux-tu citer une chose précise qui appuie ce scénario-là ? D'accord ? Ou peux-tu nous donner un exemple précis concernant cette fonctionnalité ? Et enfin, pour le Af1.2, j'ai toujours beaucoup de product owners qui me demandent et le Af1.2, comment je le spécifie bien pour ne pas rester dans des Af1.2 génériques du type afin de gagner du temps, afin d'être plus efficace, afin d'avoir un tableau de bord de suivi. Okay. Le Af1.2, c'est vraiment ce qui donne du sens à vos devs. Donc vous voulez vraiment être précis. Alors une question pour moi, qui aide à ça, c'est que se passe-t-il si on ne le fait pas ? Dans le cadre de démos, quand je prépare des démos avec au moins des devs et product owners, j'ai souvent des devs qui me disent « Oui, mais ça, ces user stories, je ne peux pas les démontrer. » Et souvent, c'est dans le cas où c'est des user stories, il n'y a pas d'interface, ou des fois qui sont légèrement techniques. Alors, je ne parle pas d'user story type migration, voilà, où il n'y a pas vraiment de changement, mais vraiment des user stories voilà, où il n'y a pas d'interface et on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas comment les démontrer. La question qui, pour moi, marche bien, c'est toujours de ramener au avant-après. Donc, de poser une question sous la forme « Comment imager le avant-après » Dans toute fonctionnalité développée, il y a forcément un avant et il y a forcément un après. Et on peut forcément en parler voilà, de ce qui fait la différence ce qui va faire la différence pour les utilisateurs. Ouais.
Concernant les rétrospectives, donc quand je commence une rétrospective et que je fais le point sur les actions de la dernière rétrospective, la question qu'on est tenté de poser, c'est qui a fait son action de la dernière rétrospective? Et encore une fois, là, vous pouvez amener un groupe à se trouver dans une position de justification, surtout si l'action n'a pas forcément été faite telle qu'elle. Donc, bien sûr, c'est important de faire le point sur les actions des dernières rétrospectives pour avoir un suivi dans le temps. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce n'est pas tant exactement qui a fait précisément son action telle qu'elle avait été écrite à la dernière rétrospective, mais plutôt qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a de mieux depuis la dernière rétrospective, tournant autour de cette action quand même idéalement. Donc la manière dont je pose la question aujourd'hui, c'est plutôt quels sont les petits éléments qui nous ont permis d'attester du mieux depuis la dernière rétrospective. Pour continuer dans les rétrospectives, quand je veux collecter des données en début de rétrospective, donc qui est l'équivalent de faire le point en utilisant les questions du type « qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux concernant le sprint ?» Ce que j'aime bien, moi, c'est soulever les questions inspirées du format 4L, qui sont les questions suivantes. Qu'avez-vous aimé? Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce sprint? Et que désirez-vous dans le prochain sprint? Je donne 3 minutes à l'équipe pour écrire tous les éléments, et puis ensuite, je leur fais poser leurs éléments. Et ce qui est intéressant dans ce format, avec ces 4 questions, c'est que ce que je désire pour la suite, c'est vraiment l'intention d'amélioration pour la suite. Et du coup, ensuite, vous pouvez repartir de cette intention pour poser des petites actions ou des petits pas ou des expérimentations pour la suite. Et ça, vous pouvez très bien le faire en choisissant vraiment un format de rétrospective qui peut aussi être fun, qui n'a pas besoin d'être vraiment juste passer de l'intention à l'action. Et là, donc, la question que je pose souvent, c'est voilà, quelle est cette plus petite expérimentation que l'on peut faire, soit dès demain ou dans les prochains jours, pour aller dans cette direction d'amélioration. Versus, donc, quelle action pouvez-vous faire dans le prochain sprint pour vous améliorer, ou là, je ne sais pas trop, je ne sais pas quoi dire, je ne sais jamais quoi dire à ce moment-là, de toute façon. Dernier point concernant les cérémonies, le sprint planning meeting. Alors, il y a toujours un moment d'inertie très fort à la fin des sprint planning meetings pour moi, qui est le moment où on doit s'engager. Alors, si vous fonctionnez toujours en termes de story point ou avec des estimations, lorsque l'on pose cette question, sur quelle estimation voulez-vous engager, les gars? Il y a toujours cette inertie de on ne sait pas, ça dépend, ouais, mais on ne sait pas qui est là, est-ce qu'il y a des vacances, est-ce qu'il y a des MEP? Donc, j'ai essayé de creuser un petit peu sur comment dérouler des questions pour que l'engagement soit plus facile. Donc là, je parle vraiment dans le cas où vous fonctionnez toujours avec des estimations. Donc le combien de points vous voulez prendre, pour moi, ça ne marche pas. Donc j'essaie vraiment de revenir à des questions du type quels sont les points de défocus prévisibles dans le prochain sprint qui jouent dans l'engagement. Et puis je déroule un certain nombre de questions comme ça qui vont nous aider à nous engager sur un certain nombre de points ou à nous engager sur un certain nombre de user stories. Au moins, ça donne des éléments plus précis sur ce qui va se passer dans le prochain sprint. Ensuite, pour terminer, je vais passer à un certain nombre de questions sur comment apprendre à bien demander du feedback, à donner du feedback et à recevoir du feedback, parce que c'est 3 éléments importants. Donc, demander du feedback. Si vous posez la question « Qu'avez-vous pensé de l'atelier ?», vous allez avoir des réponses. Mais encore une fois, vous allez avoir des réponses du type « Ouais, c'était bien, c'était bien. Ouais, c'était vraiment intéressant. Très bien, très bien. » Question assez générique, pas forcément très intéressante en termes de retour. En revanche, si vous demandez « Qu'est-ce qui a manqué à cet atelier ?», vous allez avoir des éléments plus intéressants. Par exemple, se poser la question du pourquoi cet atelier en tout début, ou 15 minutes de plus, ou demander à chacun ce qu'il entend par estimation avant de commencer. Voilà. Vous allez avoir des éléments forcément plus précis. Une manière de donner du feedback, de former vos équipes à donner du feedback, ça peut être vraiment quelle note donneriez-vous sur 10 à cet atelier? Première question. Et vous enchaînez avec une deuxième question derrière, sous la forme « Et quel point d'amélioration proposez-vous pour tendre vers 10 ?» Ça s'appelle le Perfection Game. C'est une approche que j'utilise beaucoup parce que du coup, ce n'est pas juste donner une note qui est gravée dans le marbre, c'est une note qui va évoluer. Donc, vous demandez la note dans un premier temps. Quelle note donneriez-vous sur 10? Et puis ensuite, quel point d'amélioration proposez-vous pour aller vers un point de plus ou pour tendre vers du 10?
D'accord ? Ça apprend vraiment vos équipes à donner des feedbacks concrets. Par exemple, moi, je donnerais 8 sur 10 parce que voilà, pour améliorer, je trouverais intéressant d'arriver avec au moins une question chacun sur les estimations. Ou moi, je donnerais 9 sur 10 parce que avoir une technique de consensus qui est plus rapide, qui crée moins d'argumentation, ce serait plus intéressant pour moi. Donc, une approche vraiment pour donner du feedback que je vous conseille, c'est voilà, d'avoir chaque personne de votre équipe ou dans un atelier qui arrive à s'exprimer sous la forme pour l'atelier, je donne 9 sur 10 car j'ai aimé le rythme de la journée ou de l'atelier. Et pour l'améliorer, je te propose de solliciter le groupe en amont, que chacun arrive avec une question précise. Donc, pas facile, mais je trouve que c'est un vrai bon moyen d'éduquer ces équipes à ce mode de feedback. Et alors vous, en tant que facilitateur, ce que vous voulez dans ce type d'approche de feedback, c'est juste dire merci. Et rien de plus. Vous ne voulez surtout pas à ce moment-là relancer par une question ou rentrer dans du débat d'argumentation. D'accord ? Vous venez de recevoir un feedback. Si vous relancez dans du débat d'argumentation par une question, vous perdez la confiance de la personne qui donne du feedback. Donc quand vous avez comme ça des feedbacks précis, vous voulez juste dire merci pour justement donner confiance à la personne de redonner des feedbacks derrière et aussi pour vous de vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en vous face à ce feedback. Peut-être que ce feedback, il vous plaît pas trop. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se passent corporellement et c'est intéressant d'en prendre conscience à ce moment-là. Enfin, pour clore un atelier, donc, la question qu'avez-vous appris aujourd'hui ? Alors, vous allez avoir aussi des réponses, mais des réponses plutôt du type « j'ai appris plein de choses, mieux communiquer, j'ai appris une nouvelle méthodologie ». Vous n'êtes pas très avancé avec ces réponses. Encore une fois, on est sur un niveau assez générique. Donc, si vous demandez ce que je veux retenir de cette session, de cet atelier, ou peut-être la chose que je veux retenir et que je veux appliquer dès demain, vous allez avoir des éléments beaucoup plus précis. Et donc, pour conclure, si je devais retenir 2 choses essentielles, moi, et surtout 2 choses que j'aimerais que vous reteniez, à la fois pour vous améliorer dans des contextes de facilitation d'ateliers, mais aussi pour vous améliorer en tant que facilitateur en posant de meilleures questions. La première chose, c'est de toujours vous demander, de toujours aligner votre groupe dans le cadre d'un atelier sur quelle est la question à laquelle nous essayons de répondre. Vous voulez toujours, pour commencer un atelier, que votre groupe soit aligné sur la question sur laquelle vous êtes en train de vraiment de vous pencher. D'accord ? Bonne question. Oui, justement, oui, c'est vrai, j'ai juste accepté l'invitation, je ne savais pas pourquoi. Ce serait pas mal de revoir la question sur laquelle on veut se pencher. Et versus, donc, savons-nous pourquoi nous sommes là ? D'accord ? Savons-nous pourquoi nous sommes là ? Vous allez avoir des oui. Mais pour certains, très certainement des oui déguisés qui veulent dire qu'est-ce qu'on va penser de moi si je réponds non ? Ou moi perso, je ne sais pas ce que je fais là, mais bon, je ne vais pas le dire quand même, quoi. Et donc, pour terminer, s'améliorer comme facilitateur, pour moi, c'est vraiment vous poser la question de est-ce que j'écoute avec mes oreilles de juge versus mes oreilles de curieuse. D'accord ? Et c'est OK d'être juge, on a tous des jugements sur tout. Mais c'est vraiment vous poser cette question. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes, selon vous, avec des oreilles de juge, d'accord, face à la situation, face à la personne, posez-vous la question de ce que vous supposez vous concernant la personne en face ou concernant la situation. Peut-être que vous supposez que la personne, comme ça, elle vient d'arriver dans l'entreprise, elle a forcément moins d'expérience que vous qui êtes là depuis 10 ans, et donc elle n'a rien à vous apprendre. D'accord ? On a toujours un certain nombre de suppositions comme ça, qui sont des éléments de jugement, et c'est OK, encore une fois. Par contre, d'en prendre conscience et de pouvoir travailler dessus, c'est vraiment intéressant parce que le jugement, c'est ce qui nous empêche d'aller dans de l'amélioration, c'est ce qui nous empêche d'être dans une situation d'apprenante. Donc, posez-vous la question de qui choisit d'être vraiment en ce moment précis. Donc, soit vous voulez rester juge, et c'est votre choix, soit vous voulez passer vraiment dans un état d'esprit de curieux, de réel apprenant. Et donc là, la question pour faire le switch, donc de changer de perspective, et de passer de juge à curieux, c'est qu'est-ce qui m'intéresse réellement dans cette situation ou chez cette personne ?
Et le qu'est-ce qui m'intéresse réellement dans cette situation ou chez cette personne, c'est vraiment l'exemple de la personne sur le hot seat, où vous portez réellement votre attention sur la personne pour poser des questions intéressantes à cette personne. Et je terminerai avec ça. Merci. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions, mais sinon, encore une fois, je suis aussi là toute la journée. Questions? J'aimerais bien le jeter juste pour l'expérience. Ah, t'es un peu loin là quand même. Voilà. Attention, j'ai le stress là. Ouah. Magnifique. Magnifique. Ou pas. Il y a du son, ça y est, c'est bon. Merci déjà pour commencer. Belle réflexion et pas mal de petites questions que je vais pouvoir repartir avec et amener dans mon petite équipe. Ce qui m'intéresse, question un peu ouverte, qu'est-ce qui a été le cheminement pour cette conférence? Comment tu t'es dit, j'ai plein de questions et les réponses sont nulles? C'est un peu ça, là, je ne sais pas si je suis clair. Si. Enfin, en tout cas, j'ai une interprétation de ta question, forcément. Tu me diras si ça répond à ta question. Alors, en fait, je crois que j'ai toujours été intéressée par les questions, mais c'est surtout que souvent, je m'ennuie quand j'ai des questions, oui ou non, ou que ça m'énerve quand j'ai des questions où on me donne une proposition ou un conseil dedans, alors que ce que je pense à l'intérieur, c'est non mais là, j'ai pas envie que tu me conseilles là tout de suite, là j'ai juste envie, moi, d'exprimer là où j'en suis pour y penser. Donc mon cheminement, ça a été au fur et à mesure des années, voilà, de me dire dans des ateliers comment je peux être plus percutante. Comment je peux vraiment avoir des réponses qui sont plus intéressantes pour moi et qui me font, qui font que l'atelier est plus intéressant pour tout le monde, tout simplement. Ça répond à ta question? Ouais, c'est une démarche d'amélioration continue. En fait. C'est une démarche d'amélioration continue. Et surtout, c'est central à tout ce que je fais. Moi, j'ai été à la fois product owner. Aujourd'hui, je joue un rôle plutôt de Scrum Master / coach agile. Donc, c'est vraiment une réflexion centrale à tout ce que je fais au quotidien. On est bon ? Merci. Bonne journée.